Génération Justice, le podcast. Défendre est une passion. Il y a des gens qui aiment peindre, d'autres qui aiment écrire, d'autres qui aiment défendre. Je pense qu'un avocat qui n'aime pas défendre ferait mieux de faire autre chose. La justice est un art, ce que j'appelle l'art judiciaire. Bonjour et bienvenue dans Génération Justice, le podcast qui fait le lien entre le droit et la psychologie. À travers une série d'entretiens d'avocats éthiques, nous avons voulu finalement donner la parole à ceux qui, dans notre société en constant mouvement, dans notre société qui a soif de justice face à de nombreuses défaillances tant légales que dans le système carcéral ou judiciaire, à ceux qui sont les garants des droits, de la loi et qui, sur le terrain, sont finalement les piliers de la démocratie. À travers des mots inspirants, à travers des mots de droit, à travers des mots de la loi, finalement, ce vers quoi on arrive, c'est à l'être humain. Bonjour et bienvenue, nous nous retrouvons dans ce numéro spécial de Génération Justice avec COSAM, un des membres et fondateurs du syndicat des détenus de France qui détient le compte Twitter et qui fait beaucoup parler de lui parce qu'il témoigne de la vie en prison, il témoigne aussi des inégalités, des défaillances et on est très heureux de le recevoir aujourd'hui dans notre podcast. Merci beaucoup, Fanny. Donc, bonjour COSAM, on est heureux que tu sois parmi nous. Est-ce que tu peux nous dire un peu quel est ton constat aujourd'hui de la détention? Ce que toi, tu peux nous en dire? Le constat, c'est que on voit bien que la détention ne fonctionne pas telle qu'elle est. On voit bien que, en l'état actuel des choses, en France, la prison ne sert à rien. Elle ne sert pas à faire baisser la récidive, même s'il y a une baisse notable depuis 2017 de 7%. On est passé de 40 à 33%. Mais on voit bien que la prison, finalement, elle ne se base pas sur la pédagogie de l'acte commis pour ceux qui ont commis un acte, parce qu'il y en a qui sont aussi innocents, qui sont en détention provisoire, qui ne sont pas encore jugés. Mais on voit surtout que, alors qu'une peine de prison devrait servir évidemment à punir, à sanctionner la personne qui a commis une infraction, et aussi à préparer à sa réinsertion, on voit bien qu'il y a un échec total sur la réinsertion. Et donc, en l'état actuel des choses, la prison ne sert à rien en France. Alors qu'on voit dans les pays du Nord, en Scandinavie, ou même aux Pays-Bas, un peu plus proche de nous, on voit bien que la prison joue un rôle absolu, et que les prisonniers sont complètement investis dans leur réinsertion, que des moyens sont mis dans la réinsertion. Aujourd'hui, on parle quasiment du retour de la peine de mort, des peines planchées, j'ai entendu encore aujourd'hui. Donc on voit bien que les gens veulent à tout prix la répression, voire même la vengeance. Mais la justice n'est pas ça. Et de facto, puisque le politique en France n'a jamais agi pour permettre l'éventualité d'une réinsertion pleine des gens qui sont en détention, eh bien les juges font office de satisfaire l'opinion publique en donnant des peines toujours plus fermes, plus dures que l'année précédente. Donc le quantum de peine évolue, les juges incarcèrent plus, et on se rend compte qu'on entend que la justice est laxiste, mais pas du tout. Et tout ça fait que tout ce cercle où voilà, il y a une infraction qui est commise, la peine, elle est soi-disant individualisée, elle l'est dans certains cas, il y a une automaticité de la détention provisoire, quasiment sur plein de faits et plein de profils, et ce qui fait que la prison, ben voilà, c'est un melting pot évidemment de culture aussi, parce qu'on est un pays qui brasse énormément de culture, et donc tout ça fait qu'il y a une incompréhension de la personne qui subit l'incarcération, des familles aussi, des proches, mais aussi des gens qui interviennent en prison. Ils le disent, hein. Il y a beaucoup de surveillants qui disent en prison aujourd'hui, tel que c'est, ça ne sert à rien, quoi. Enfin, c'est juste, même eux le disent, on est des porte-clés, on n'a même pas le temps de parler avec les détenus, parce qu'il n'y a pas de moyen qui est mis. Et tant qu'il n'y aura pas de moyen qui est mis dans la justice et dans la prison, eh bien, ça ne fonctionnera pas. On voit bien que le budget de la justice, même si on nous dit qu'il va augmenter, il est à peu près aujourd'hui de 8 milliards. La moitié concerne l'administration pénitentiaire, donc 4 milliards. Et les 80% de ces 4 milliards-là dévolus à l'administration pénitentiaire ne servent finalement qu'au salaire et qu'à sécuriser les lieux de détention. Donc, il n'y a aucun budget qui est mis davantage pour la réinsertion, pour embaucher davantage de personnel du SPIP, le service probation d'insertion pénitentiaire, je crois, j'ai toujours du mal avec ce sigle, et puis des activités pour permettre des formations, etc. C'est très compliqué en l'état actuel des choses.
Et de l'extérieur, on peut parfois avoir l'impression, déjà de deux choses concernant la vie incarcérée, c'est qu'il y a une profonde déshumanisation, donc une impossibilité aussi pour ceux qui ont vraiment fait quelque chose, comme tu le disais, de comprendre ce qu'ils ont fait et de pouvoir reconstruire quelque chose différemment, de pouvoir aussi peut-être guérir de certaines failles, de pouvoir aussi savoir comment construire sa vie autrement, notamment dans les cas de braquage où parfois on peut trouver une origine sociale où il y a un manque d'argent par exemple, il y a des histoires de vie parfois qui mènent en prison. Donc une profonde déshumanisation et des peines qui ne servent à rien, mais on peut aussi avoir l'impression que dans la société, ceux qui connaissent peu ou pas la prison ont l'impression que voilà, c'est des personnes qui sont des criminels, qu'on n'a pas à mettre plus d'argent, que quelque part ils payent ce qu'ils ont fait. Donc un peu comme si on avait fait des personnes qui sont incarcérées, des sous-hommes ou des personnes qui n'ont plus ou pas leur place dans leur société. Est-ce que ce constat tu le fais aussi? Et puis qu'est-ce que toi tu en penses? Mais c'est vrai, et c'est vrai que pour les. C'est toujours très compliqué de faire comprendre à l'opinion publique d'être pédagogue. Et je pense que quand on a créé ce compte-là, ce compte Twitter, évidemment, le syndicat des détenus, il n'en a que le nom sur Twitter, il n'existe pas dans la réalité. Mais il permet d'être pédagogue, de montrer vraiment la réalité carcérale. Et quand on essaye de répondre à plein de choses qui ont attrait à la prison et à la justice, pour démontrer eh bien, les clichés qui sont faits sur la justice de façon générale et surtout, bien sûr, la prison, parce que ça nous concerne. Et donc, effectivement, on a l'impression aujourd'hui, la société, c'est ah, bah, effectivement, il a payé, il a fait quelque chose, il doit payer. Voilà, il doit payer sa dette à la société. Mais enfin, je veux dire, la peine, voilà, on paye sa dette, bien sûr. Et il y en a beaucoup, d'ailleurs, beaucoup de camarades. Je dis camarades parce que bah, on découle du terme syndicat, donc j'utilise souvent le terme camarade. Il y a beaucoup de camarades ou de co-détenus, si vous voulez, qui acceptent d'ailleurs leur peine en disant bon, moi, j'ai merdé, voilà, j'ai été sanctionné, je paye. Mais il y a une façon de payer. Il n'y a pas longtemps, il y a un jeune camarade dans une prison du Sud qui s'est retrouvé complètement en slip dans sa cellule du quartier disciplinaire parce qu'il tambourinait à la porte pour la simple volonté d'avoir un briquet de la part du surveillant et pouvoir allumer sa cigarette. Il est surveillant pour le sanctionner de façon complètement illégale d'ailleurs. À force de tambouriner sur la porte pour le sanctionner, eh bien, ils l'ont pris ses vêtements. Ça, c'est voilà, la société dans laquelle on vit, quoi. En prison, c'est un microcosme. On retrouve évidemment, s'il y a des violences policières à l'extérieur, il y a aussi des violences carcérales. Et donc, le surveillant pénitentiaire, qui est un agent de l'État, qui est un fonctionnaire, qui représente l'autorité de l'État, qui est un uniforme, et qui devrait aider la personne détenue à aussi comprendre le sens de la peine et à aussi montrer l'exemple. Il y a déjà une faille de ce côté-ci. Donc, il y a des gens qui sont en prison et qui veulent absolument pas s'en sortir. Voilà, il y a une minorité, il y en a qui ne veulent pas s'en sortir, ils sont rentrés dans la délinquance, c'est comme ça. Ils en sortiront peut-être difficilement. Pourquoi? Parce que on ne leur a pas donné la chance à l'école ou alors ils ont été vite déscolarisés. Il y a beaucoup aussi de paupérisation en prison. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent de quartiers, de cités. Moi-même, j'en suis l'exemple. Je viens d'un HLM et j'ai terminé en prison. C'est un peu comme l'idée aux États-Unis où on serait noir et on a plus de chances d'aller en prison que les Blancs. Eh bien, en France, j'ai l'impression que plus on vient d'une situation difficile économique, eh bien, plus on a de chances d'aller en prison. Enfin, de chance, de risque. Et ce constat, lorsqu'on est en prison, de se dire, de toute façon, ça ne changera rien si je me réinsère. Même si je fais des efforts, même si je donne tout pour réussir, on se rend compte qu'il y a beaucoup de désespérance. C'est plus facile d'être tenté par le désespoir. C'est plus facile de lâcher la corde pour tomber dans le vide que pour se hisser en hauteur. Et le problème aussi, c'est que l'autorité judiciaire et tout ce que cela représente en prison, eh bien, n'aide personne. On n'est pas aidé. Quand on va à un rendez-vous avec l'assistante sociale pour des questions, là aussi, d'argent en prison, pour tout simplement le suivi de sa peine, pour faire le lien avec la famille qui généralement sont mis en place par le contrôleur, le CESPIP, le conseiller pénitentiaire d'insertion de probation, eh bien, on se rend compte qu'il faut attendre 1 mois, 3 semaines avant d'avoir un rendez-vous, que les choses n'avancent pas.
Et c'est très difficile dans tous ces constats de réaliser que, eh bien, il y a une perte aussi d'identité, il y a une perte du nom, on devient un matricule, et ça engendre des frustrations, ça engendre de la violence verbale, parfois de la violence physique, à l'encontre entre nous, entre détenus et entre le personnel qui représente l'autorité de l'État. Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce que tu viens d'évoquer, le numéro de matricule? C'est quelque chose qui est peu évoqué, je trouve, dans les débats et dans la société, et qui moi-même, en tant que psychologue, me paraît extrêmement déshumanisant. Et même choquant en fait qu'une fois que l'on rentre en prison, que ce soit de la détention provisoire ou que ce soit une condamnation, on devient un numéro de matricule. À partir de là, celui qui est enfermé, il faut se représenter que pour le joindre, il est un numéro. Cette question-là, toi, comment tu l'as vécue et qu'est-ce que tu peux nous en dire? Quand j'étais à l'école, on avait évidemment, comme tout le monde, étudié on avait planché sur la Shoah et sur la Seconde Guerre mondiale, et on avait appris avec effroi qu'il y avait beaucoup de déportés qui avaient vu un numéro de matricule gravé sur leur poignet. Et quand je suis arrivé en prison et qu'on m'a attribué mon numéro d'écrou, ça m'a fait penser à ça. Et ça m'a fait penser à Simone Veil qui n'avait jamais fait effacer d'ailleurs son numéro à elle de matricule. Et on devient anonyme. Avec un numéro d'écrou, c'est une perte d'identité. On a l'impression d'être déshabillé, d'être quelqu'un d'autre. Et déjà, psychologiquement, on en prend un coup parce qu'on nous dit ce numéro d'écrou-là, il faut le garder tout le temps de la détention, tout le temps de la peine, tout le temps de la présence en maison d'arrêt ou pour d'autres en centre de détention. Et on devient anonyme pour la société. Il faut nous écrire, il faut donner le numéro d'écrou. Quand on écrit des courriers en interne pour faire des demandes diverses, il faut mettre le numéro d'écrou. Quand on veut cantiner, donc acheter des choses en détention, il faut mettre le numéro d'écrou. Mon prénom, mon nom, je le perds. Même entre nous, on ne s'appelle pas par nos noms et nos prénoms. On a tous des surnoms en prison par rapport à l'infraction qu'on a commise, par rapport à ce qu'on est ou ce qu'on a fait à un moment donné en détention, on obtient un surnom. Et cette anonymisation, n'être rien, d'être le néant, on a l'impression qu'on n'est pas à notre place. On a l'impression qu'on ne veut pas de nous, qu'on est rejeté. Et le fait d'ailleurs d'être en prison participe à cette condition, physiquement d'ailleurs, parce que le numéro d'écrou, c'est psychologique. Mais être en prison, là pour le coup, on est marginalisé de façon physique. La seule fois où on m'appelle par mon nom de famille, c'est quand le surveillant ouvre la porte, parce que nos noms de famille sont mis sous la porte avec notre numéro d'écrou uniquement, ces deux choses-là. Et quand on ouvre la porte, voilà, on nous appelle par notre nom de famille, et lorsqu'on doit faire quelque chose, une activité, ou qu'on est appelé pour aller rencontrer un intervenant. Donc, et même le nom de famille, tout simplement, c'est juste, enfin voilà, ça me fait toujours quelque chose, des frissons, parce que on perd notre identité, on ne se fait pas appeler monsieur. Je me souviens une fois, j'ai appelé une surveillante, enfin je lui ai dit bonjour madame, ce qui est très courtois, et on m'a dit non, c'est pas madame, c'est surveillante. Voilà, ici on n'est pas à l'extérieur, ici c'est comme une caserne militaire. Et ça m'avait choqué. Ça m'avait vraiment choqué. Et avant qu'on rentre plus en détail sur ce que toi, tu as vécu en prison, je voudrais préciser pour ceux qui nous écoutent qu'il est important aussi de voir que la prison, elle n'est pas si loin de nous, elle n'est pas si loin de ceux qui n'ont jamais fait de prison, parce que finalement, quand on regarde comment notre système judiciaire est fait, eh bien, très rapidement, on peut être innocent et être mis, comme tu le disais, en détention provisoire. Il peut y avoir beaucoup de choses finalement qui amènent un chemin à faire de la prison, même si on n'avait rien qui nous y prédestinait. Moi, dans mon métier, je travaille à la City et j'ai pu voir des destins qui auraient pu être brisés, mais qui n'ont finalement pas été brisés, mais par des erreurs judiciaires ou parfois par de fausses accusations, alors que c'est un peu le milieu de la finance. Dans mes activités aussi de militantisme, j'ai vu pareil, des parcours de vie avec de fausses accusations, donc des personnes qui n'avaient rien à faire en détention provisoire. Mais ayant grandi à Strasbourg, j'ai aussi vu des personnes qui avaient commis des petits délits, mais
en même temps des personnes qui n'avaient pas en eux encore un parcours de vie qui leur permettait de comprendre comment ils auraient pu vivre une vie autrement. Donc peut-être que ces personnes-là s'en sortent mieux que celles qui sont innocents en prison, parce que quelque part, délit, punition, bon, ils sont en prison, ils font leur peine. Mais ce que j'ai pu aussi constater, c'est même ceux qui ont fait une peine de prison et qui avaient fait quelque chose à la base, bah, finalement, la prison, ça a abîmé ou ça a détruit. Donc je pense qu'à part pour une petite catégorie de personnes où effectivement il y a un danger et pour l'instant la société ne peut pas produire d'autres solutions que de protéger la personne et de protéger la société, donc de créer un enfermement, à part pour une toute petite minorité où on pourrait poser cette question du danger, je trouve que la prison n'est pas du tout une réponse adaptée. Et c'est pour ça que dans notre équipe, on s'est beaucoup renseigné sur les erreurs judiciaires, on s'est beaucoup renseigné sur ces notions de prison et qu'on est très intéressé à comprendre du dedans et que tu nous expliques toi et que tu expliques à ceux qui nous écoutent comment c'était ton incarcération, qu'est-ce que tu y as vécu et de quelle manière ça t'a marqué ou de quelle manière ça te marque. Juste pour rebondir à ce que tu viens de dire, je parlais avec quelqu'un récemment, avec un camarade, et lui, il est en prison parce qu'il a volé de la nourriture dans un supermarché pour pouvoir nourrir ses enfants. Parce que voilà, il a sa dignité, son orgueil, il ne veut pas aller au resto du cœur, il ne veut pas demander de l'aide, et donc il a volé pour la troisième fois de l'alimentation dans un supermarché et s'est retrouvé en prison pour 4 mois ferme. Donc est-ce que c'est quelqu'un de dangereux? Je ne pense pas. Et donc on voit à quel point le Et on système, voit que le système est ultra répressif. On entend en France, il y aurait des rumeurs comme quoi la justice serait laxiste, elle ne serait pas répressive. Mais bien sûr que si. On est en 2016, hein, parce que les chiffres ne sont pas tous actualisés de façon mondiale tous les ans, mais on est en 2016, le 25e pays qui incarcère le plus. On est le 3e pays d'Europe qui incarcère le plus. Et on est d'ailleurs le 3e pays, pour rebondir sur ta question, qui incarcère le plus en détention provisoire derrière la Pologne et la Roumanie en 2019. C'est énorme. Et on est supposé être le pays de la Déclaration des droits de l'homme. C'est-à-dire le pays qui donne des leçons au monde entier sur comment se comporter avec les individus. C'est un toupet, c'est une audace incroyable. Effectivement, Cosa, mais en plus, nous sommes un pays qui est souvent épinglé par la CEDH et à raison, en fait, par rapport aux conditions de détention. Tu as dû entendre aussi que cet été, il y a un homme, je crois, un instituteur, qui s'est suicidé et qui était en prison parce qu'il avait crevé les pneus d'une personne qu'il a harcelé plus ou moins. Mais là, on voyait que c'était un trouble psychiatrique, donc il aurait fallu creuser de ce côté-là. Mettre en prison des personnes sans avoir la certitude qu'ils sont coupables, mettre en prison des personnes sans avoir la certitude qu'ils peuvent tenir le coup, ça ne peut en aucun cas être ni une prévention ni une punition. C'est tout simplement en fait de la destruction. Dans la plupart des cas, la prison, pour moi, c'est une forme de destruction de l'être. Et comme tu disais tout à l'heure, on déshabille la personne de tout ce qu'il est. Et quand elle en ressortira pas du tout de la même façon qu'elle y est entrée. On ne peut pas ressortir, je pense, indemne d'une expérience carcérale. Ah non, mais c'est indéniable. On ne peut pas, de toute façon. Moi, je sais que je garderai des séquelles psychologiques à vie. Ma mémoire est trop gavée des images et des sons et des choses que je vois. C'est impossible. Souvent, en promenade, les camarades me disent on pourrait écrire un livre sur tout ce qu'on voit, les gens ne nous croiraient pas. Et c'est la vérité. Et en fait, quand on voit cet enseignant qui avait probablement des problèmes psychologiques et qui a effectivement crevé les pneus, c'était dans le sud, et qui a crevé des pneus de quelqu'un, voilà, s'est retrouvé en prison, en détention provisoire, dans l'attente d'une expertise psychiatrique. C'est quand même hallucinant. C'est quand même hallucinant. Et en fait, on est dans un système aujourd'hui où eh bien, on va mettre les gens en prison et puis on verra. Surtout la détention provisoire. C'est exactement ça. C'est-à-dire, voilà, il y a des faits, bon, on ne sait pas, dans le doute, on va mettre en prison. Et comme je viens de dire, on verra. C'est ça un peu la France. Et c'est choquant parce que c'est destructeur, comme tu disais, Fanny. C'est destructeur. Il faut avoir une capacité de résilience pour vivre ce que nous vivons en prison. Alors, j'entends déjà peut-être certaines ou certains de ceux qui nous écouteront qui diraient « Ah oui, mais bon, attendez, les violeurs, les tueurs, les pédophiles, ça va. »
Mais enfin, c'est une toute petite minorité, ces gens-là. Les gens qui commettent des crimes de façon générale ne représentent que 10% de la population pénale, écrouée même. En 2018, il y a eu 550 000 environ condamnations pénales, donc tribunal correctionnel, délit et cour d'assises crime. Et les crimes, sur ces 550 000 peines, ne représentaient que 0,50% de la totalité des condamnations pénales. C'est rien du tout. C'est-à-dire que les crimes en France, c'est une broutille, même si effectivement les crimes sont graves. Mais aux yeux des statistiques, aux yeux des chiffres même, c'est une broutille. Et donc, on en entend souvent parler dans les médias parce que c'est quand même parfois des crimes qui sont extraordinaires. Et donc, évidemment, les médias, ils en parlent. Et à l'heure de l'Internet, de Twitter, des chaînes d'infos en continu, évidemment, l'information arrive vite. Les gens sont morbides de détails. Il y a des journalistes police-justice dans tous les sens. Tout le monde arrive à avoir des infos. C'est à la chasse à l'info, à la chasse à celui qui va sortir le scoop. Donc, les crimes, on en entend plus parler que les délits. Mais notre voleur de sandwich, notre voleur d'alimentation pour nourrir ses enfants, on n'en entend pas parler. Et il va 4 mois ferme en prison. Notre camarade qui a crevé les pneus et qui s'est pendu, on a entendu parler parce qu'il s'est pendu et parce qu'il est en prison pour avoir crevé 4 pneus. Mais même moi, si j'étais dehors et 4 pneus, on me crève 4 pneus, je sais qui c'est, je n'irai pas porter plainte. Si je sais que la personne, elle risque d'aller en prison. Mais encore une fois, parce que je le vis. Et quand on vit la prison, on n'a pas envie que les autres aillent en prison. Quand vous êtes suspecté d'avoir commis une infraction, vous êtes placé en garde à vue, on vous interpelle, vous êtes placé en garde à vue, et puis si ça nécessite l'ouverture d'une information, vous êtes déféré devant un juge d'instruction qui ensuite décide ou pas de votre placement en détention provisoire ou contrôle judiciaire. Et s'il prend la décision de suivre le parquet, vous êtes présenté à un juge des libertés de la détention. Donc, le juge des libertés de la détention a été créé, je crois, dans les années 2000, début des années 2000, pour faire contrepoids parfois au juge d'instruction. Et quand vous savez que le juge des libertés de la détention a votre sort entre les mains, c'est-à-dire de ressortir libre du tribunal ou de partir en prison. Moi, pour qu'on essaye un peu de visualiser qui je suis, moi je suis un jeune garçon un jeune trentenaire qui est blanc, qui a grandi dans une cité, mais un peu à la Bourdieu. Je m'en suis sorti par les livres, j'ai beaucoup lu, j'ai une appétence extrême pour la culture, pour le théâtre et l'opéra. Et donc, lorsque je suis devant la juge des libertés, je me dis que finalement, avec peut-être beaucoup d'orgueil ou de prétention, bon, je vais pas m'y mettre, on va pas m'y mettre parce que je suis peut-être pas comme ceux qui sont en prison. Vous voyez, déjà, même moi, je me faisais une idée sur la population qui était en prison. Et quand à la fin, elle décide de m'y mettre, j'ai mes jambes qui flanchent, j'ai mes mains qui emboîtent le pas, je sens plus mes jambes. Je suis un peu vidé, comme si j'avais passé une journée à me baigner dans la mer, en fait. Et je deviens immobile, mon cerveau ne me commande plus. J'ai l'impression d'être véritablement déconnecté quand j'apprends que je dois aller en prison. Et puis il y a le gendarme qui est là, qui me demande de me lever. La juge me regarde finalement comme si j'étais qu'un dossier et qu'il fallait partir de son bureau. Voilà, ça avait duré 15 minutes, la décision de prendre la décision de me mettre en détention. Et c'est au retour, pour regagner la geôle, je pensais à 1000 choses. Je pensais à mes parents, à ma petite copine, je pensais à ce que j'allais vivre. Et ce que j'allais vivre était en deçà de ce à quoi ce à quoi je pensais. J'ai vécu des choses qui étaient beaucoup plus fortes par la suite, mais c'est vrai qu'apprendre d'aller en prison, quand on arrive en prison, quand on arrive dans cette grande prison qui est Fleury-Mérogis, on se dit que c'est pas possible, que c'est une blague. Et puis on arrive, et puis petit à petit, on commence à entamer un processus inhumain.
On me donne un numéro d'écrou, on me prend en photo, on me donne une carte de détenu, on me passe à la fouille à nu, fouille à corps. Je suis tout nu devant 2 surveillants que je ne connais pas, qui me regardent avec beaucoup de snobisme, c'est un peu sournois tout ça finalement. On vit des choses dont on a l'impression qu'on n'a pas mérité. Et puis on ne vous dit rien. On vous laisse attendre 2 heures dans une cage, littéralement une cage. On vous emmène dans une salle, on vous dit toujours rien. Vous posez des questions. Il fallait pas venir en prison. Oui, mais je suis en détention provisoire, j'ai rien demandé. Oui, mais quand même, il fallait pas venir en prison. Ici, c'est la prison, tant pis. C'est la phrase un petit peu classique des représentants de l'administration pénitentiaire. Et puis, on vous met dans une première cellule. Et là, waouh! Ça faisait longtemps que j'avais pas pleuré quand je suis arrivé dans cette cellule, cette première nuit. Vous savez, il y a 2 jours dont on se rappelle souvent, qu'un prisonnier se rappellera toujours même. C'est son premier et son dernier. Je peux vous dire que le premier, je ne l'ai pas oublié. La première nuit, je l'ai pas oublié. Et quand j'arrive dans cette cellule tout seul, inoccupée, complètement froide, qui est une cellule d'arrivant pour une nuit, j'ai mes yeux qui se sont mis à couler, comme si un barrage avait cédé. Mes yeux se sont embués et je me suis demandé comment ça se fait que je n'avais pas pleuré depuis tant de temps. Et comment est-ce que tu pourrais décrire aussi ce qu'on ressent quand finalement on est en prison et tout ce qui était la normalité, parler à ses parents, parler à sa famille, être tout simplement dans la vie, pouvoir lire quand on veut, pouvoir étudier quand on veut, finalement pouvoir être libre aussi de faire des choses pour soi et pour l'autre. Quand tous ces droits-là, on n'y a plus accès, jusqu'à même l'intimité du lien à ses parents, et jusqu'à même que l'intimité du lien à ses parents est décidée par quelqu'un qui autorise un appel ou non, parce que finalement tout le monde ne peut pas avoir un portable par exemple. Comment on se sent quand on dépend à ce point de décisions déjà hiérarchiques, de décisions administratives, et puis surtout de décisions d'autres hommes qui sont en train de vivre celui qui a besoin comme un dossier, un numéro ou un criminel? On se sent, pardon, mais c'est un terme qui va parler à tout le monde, on se sent comme une merde. On a l'impression de n'être rien, que tout ce qu'on a fait pendant toutes ces années dans la vie, tout ce qu'on a fait pour travailler, pour étudier, toute la vie qu'on a vécue, eh bien finalement on n'est rien. Et c'est ça, c'est ce sentiment-là. Et il y a dans le livre L'étranger d'Albert Camus, le personnage principal, Meursault, dit cette phrase sur la prison, puisqu'il est incarcéré à Alger, puisque le livre se passe pendant la guerre d'Algérie, l'indépendance un peu avant. Et il dit cette phrase-là, il dit « Me souvenir m'a aidé à tenir lorsqu'il est en prison. Me souvenir m'a aidé à tenir. » Et c'est ça. Mis à part le fait d'être une merde, ce qui nous fait tenir en prison, c'est de penser à toutes les années que nous avons eues avant, à toute cette liberté, cette soif de liberté que nous avons eue avant. Et on se dit, quoi qu'il se passe, lorsque je sortirai, je boufferai cette liberté. Je ferai 1000 milliards de choses. Je voudrais être libre. Et en fait, le fait de dépendre des autres, on a l'impression d'être infantilisé. On a l'impression d'être un enfant. Lorsqu'on va en promenade ici tous les jours, la promenade, c'est marcher sur la bande noire, en silence. On enlève les mains des poches, la casquette, on ne parle pas, chute, silence, la carte, les mains des poches. C'est n'est que ça. C'est-à-dire qu'entre sortir de la cellule et aller en promenade, c'est au moins 15 ordres et contre-ordres de la part des surveillants. On est infantilisé. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Et on doit respecter aussi l'intimité de celui qui partage la cellule avec nous, parce qu'on n'est pas seul. Donc, il y a aussi, ça va jusqu'à même impacter notre vie intime. Pourtant, notre vie intime, chacun, on a tous une vie intime. Et ça va impacter notre vie intime. Moi, quand je vais aux toilettes, eh bien, je suis obligé de mettre la télé fort parce que j'aime pas qu'on entende les bruits. Je peux pas manger comme je veux. Alors que dehors, j'aimais bien parfois grignoter à 1h du matin, etc. Là, je ne peux pas grignoter. Je dois faire attention. Voilà, il y a plein de petites choses qui font qu'on a l'impression d'être… c'est vraiment une vie à part, la vie carcérale.
c'est même pas inimaginable. Et quand les gens doivent l'imaginer, finalement, ils ne l'imaginent pas. Et pourtant, la prison touche à peu près 1 million de personnes par an. Parce qu'il y a évidemment ceux qui sont incarcérés, il y a aussi les proches de ceux qui sont incarcérés. Et puis, au total, ça touche à peu près 1 million de personnes par an en France. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens? Quelle est ta conclusion, toi, à tout ça? Qu'est-ce que tu voudrais proposer comme solution pour que finalement il y ait moins de déshumanisation, plus de justesse, plus de justice? Qu'est-ce que toi tu proposes et qu'est-ce que tu auras envie de dire pour conclure? C'est difficile de proposer des choses parce qu'on n'est pas forcément. En tout cas, moi, j'ai l'impression que si je propose des choses, je ne serais pas objectif. Mais si on se rapprochait des modèles, scandinaves, en Norvège, ce qui se fait au Danemark et en Norvège, c'est que en Norvège, par exemple, il n'y a qu'une prison qui est fermée avec des murs. Cette prison-là, elle est réservée évidemment pour ceux qui ont commis l'irréparable et qui sont excessivement dangereux. Donc, ils sont mis là. Mais le reste des prisons norvégiennes, ce sont des prisons sans murs. Mais les détenus ne peuvent pas sortir du périmètre de la prison. S'ils sortent, ils retournent dans la prison avec mur. Mais c'est un premier début sur l'autonomie, sur la responsabilité aussi du détenu. Et donc, faire en sorte aussi que les gens, et ça se passe comme ça en Norvège, que les citoyens puissent aller en prison pour participer à des ateliers de façon complètement, quasiment imprévue, même si évidemment, ils ont des activités positionnées dans le calendrier. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on se rapprochait des modèles qui sont des modèles plus humains, si on était plus humain avec les gens en prison, forcément, les gens se sentiraient considérés, se sentiraient respectés et se diraient, d'accord, j'ai fait une connerie, j'ai commis une infraction, mon pays me traite bien, ceux qui représentent l'autorité de l'État et l'autorité judiciaire me respectent. Et donc, et si je participais à des formations, et si j'avais la possibilité de faire ça, je le ferais. Parce que je me sens entouré, je me sens compris maintenant, j'ai commis une faute, j'ai compris qu'il fallait que je m'amende, qu'il y ait une certaine repentance. En fait, j'ai l'impression que rien n'est fait sur la pédagogie en prison, bien sûr, et que je crois que la possibilité de s'en sortir en France, c'est si on mise sur la pédagogie. Il y a 2 prisons en France, une qui est passée il n'y a pas longtemps sur 7 à 8, et une autre qui est située en Corse, à Casabiande, qui n'ont pas de mur. Et pourtant, c'est des gens qui ont des grosses peines. Le taux de récidive au sortir de ces 2 prisons-là est quasiment nul. Nul. Pourquoi? Parce que les gens sont considérés, ils ont tous un travail, ils participent parfois à des choses dans le village local, ils sortent du périmètre de la prison pour aller travailler les champs, la terre, pour aller vraiment faire des activités, aussi des activités de solidarité, ils viennent en aide à des personnes âgées ponctuellement sous évidemment la surveillance de l'administration pénitentiaire. Mais voilà, on voit bien que ça fonctionne. Mais le problème, c'est qu'en France, on construit des prisons. On est l'un des seuls pays d'Europe de l'Ouest à construire des prisons, alors qu'en Scandinavie, aux Pays-Bas, ils enferment. On a construit 7000 prisons depuis 2017. À 2026, il y en aurait encore 8000 davantage. C'est pas comme ça que ça va fonctionner. Ça n'a jamais fonctionné, la construction des prisons. Donc, et aucun président s'est arrêté à construire des prisons. Ils ont tous construit des prisons, tous. Ils n'ont jamais arrêté le programme de construction des prisons. Donc, on voit bien que ça ne fonctionne pas, mais on s'entête à construire des prisons. Alors, certains vont dire, oui, mais il faut construire des prisons parce qu'il y a des prisons qui sont désuètes. Et donc, il faut améliorer les conditions des détenus. Je suis le premier à dire oui. Bon, enfin, si c'est pour construire des prisons complètement inhumaines, sans contact, automatisées, comme les nouvelles prisons, ça ne sert strictement à rien. Donc, il y a un travail qui doit être fait sur l'humain. Ce sont des hommes et des femmes, des hommes avec un grand H, qui commettent des infractions. Et donc, le mot, il est là, humain. Il faut de l'humanité. Il faut de l'humanité dans l'approche qui doit être faite avec les détenus. Et ceux qui commettent une infraction et qui doivent s'amender et qui doivent préparer à l'insertion. Parce que, tôt ou tard, les gens vont sortir. Tôt ou tard, les gens vont sortir. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est qu'en France, on ne reste pas en prison à vie, sauf cas exceptionnel. Il y a des réclusions criminelles à perpétuité, les RCP, ça existe. Mais la plupart des gens sortent de prison tôt ou tard parce que ils ont fait leur peine et parce que à un moment donné, l'État ne peut plus les garder. Ils ont fait leur peine. Et on fait quoi de ces gens-là si on ne les a pas considérés? Si pendant toute leur peine, ils ont fomenté la haine contre l'État, la haine contre l'administration,
Eh bien, parce que personne, évidemment, humainement, s'est occupé d'eux. Parce qu'il n'y a pas eu de pédagogie, il n'y a pas eu de sens de la peine et de la condamnation. Et c'est ça le principe. C'est vraiment l'humain. Et si on replaçait l'humain au cœur de la prison, au cœur de la politique pénale et de la pédagogie de peine, je pense qu'on s'en sortirait mieux. Et je pense d'ailleurs, même j'en suis quasiment persuadé, qu'on aurait on aura encore de la récidive, bien sûr, mais on aurait une chute de la récidive de façon vertigineuse. Et cette question de l'humain, finalement, c'est aussi ça qui serait central si on devait repenser toutes les questions de système judiciaire, de magistrature, de la manière aussi dont le gouvernement pense certains secteurs. En fait, il y a vraiment une problématique de déshumanisation un peu partout dans notre société. Et donc, repenser le tout avec au centre l'être humain, repenser le tout aussi avec les vraies problématiques. Par exemple, Boris Cyrulnik, qui est un psychiatre qui a théorisé les notions de résilience par rapport justement aux délinquants, et que parfois le fait de devenir un délinquant, c'est entre guillemets de la résilience par rapport à un milieu où on n'a aucun moyen de s'en sortir. Et donc le moyen de se construire dans une identité, le moyen de pouvoir avoir un apport financier, c'est par exemple de dealer ou de faire des méfaits. Donc ce cas de figure-là, une personne qui est passée par là pour se sentir être, eh bien, si on la met en prison, mais qu'il n'y a aucune pédagogie, qu'il n'y a rien du tout pour lui montrer qu'elle peut exister ailleurs, qu'elle peut compenser une forme d'inégalité des chances qui est parfois là à l'origine, qui est toujours là presque en fait à l'origine, ben, finalement, elle sortira de prison et puis elle recommencera ça. Donc en fait, la prison, elle ne pousse qu'à répéter les actes ou à se criminaliser pour ceux qui sont enfermés à tort et puis qui en sortiront peut-être soit tout à fait détruits, soit qui auront un tel manque de confiance finalement en notre système qu'ils n'auront pas d'autre alternative que peut-être de eux-mêmes répéter des choses qu'ils n'avaient pas en eux. Puis alors là, je parle de certains mouvements génériques, mais on peut trouver 1001 manières d'être détruit par notre système. Donc c'était important pour moi qu'on puisse te parler, on suit beaucoup ton compte. C'est une très bonne chose que vous ayez fait ce syndicat. Donc, merci beaucoup. Et tu sais, on est un peu surpris parce que quand on a commencé ça, on s'est dit ça prendra pas parce que les gens s'en foutent un peu de la prison, etc. Et tous les jours, il y a des rajouts, il y a des followers, etc. Et aujourd'hui, je crois qu'on est, tout à l'heure, on était à 7500. Enfin, c'est énorme, quoi. C'est énorme pour un compte on se rend compte finalement qu'il y a quand même une grande frange de la société qui est extrêmement sensible aux conditions carcérales. Et que même si sur Twitter, même si sur des commentaires d'articles, etc., on voit qu'il y a beaucoup d'extrême droite et de gens qui sont évidemment il faut la peine de mort, etc., bon, ce qui est complètement débile, on voit qu'il y a une grande sensibilité en France parce qu'il y a quand même beaucoup d'humanistes en France. Et il ne faut pas l'oublier.